Bienvenue dans l'apéro des carreaux spécial Mathieu Ménégo, qui a deux nouveautés. Donc Femme en colère, qui vient de sortir chez Grasset, et Disparaître. Alors j'ai la version chez Grasset, mais Disparaître vient de sortir chez Point en poche. Attends, je vais chercher la version Point. Alors, ouais, c'est quand même sympa de voir les versions Point, poche. s'il te plaît. Hop. Après, je crois que la couverture, voilà, la couverture n'a pas changé, mais c'est la version poche. Elle est là. Moi, je me vois pas, mais voilà. Là, ouais, la couverture est là. Hop. Voilà, donc tu as deux nouveautés dont on va parler ce soir. Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qui tu es, d'où tu viens, comment tu es venu à l'écriture, s'il te plaît? Alors d'abord, faudrait m'envoyer les questions avant Caro, hein, parce que. On est parlé, on a fait un briefing, je t'ai tout dit, menteur. Moi, normalement, je prépare, donc je sais même pas de quoi tu veux parler. Bon, d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous et toujours très ému, hein, parce que mine de rien, la rencontre avec les lecteurs, c'est quand même beaucoup pour ça qu'on écrit, et donc je suis vraiment très content d'être avec vous ce soir. Alors qui je suis? Je suis un homme de 54 ans, je suis marié, j'ai deux filles de 23 et 21, et donc je suis entouré de femmes. Voilà. J'ai Est-ce que j'ai toujours eu envie d'écrire? J'ai toujours été un grand lecteur, donc je lis beaucoup, 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 moins que toi, Caro, mais beaucoup quand même. Et j'ai longtemps entretenu des correspondances à l'époque où on s'écrivait des vraies lettres avec des stylos, des enveloppes, des tout, où on était hyper content de regarder si le facteur était passé. Et à chaque fois que j'écrivais, mes correspondants, je trouve que c'était plutôt des correspondantes, me disaient que j'avais une plume et qu'il faudrait que j'en fasse quelque chose un jour. Et donc, il s'est écoulé 25 ans avant que j'en fasse quelque chose entre ces correspondances, parce que je suis très réactif comme garçon. Et voilà, j'ai attendu d'avoir une histoire pour écrire, et j'ai eu l'histoire de Je me suis tue en rêve. Donc j'ai noté ça et j'ai écrit ce livre. Alors un peu dans la douleur, ça a été compliqué d'écrire Je me suis tue. Ça m'a pris 3 ans, je m'y suis fait plein de fois, et j'ai eu la chance, voilà, d'être publié par Grasset. À qui je veux vraiment rendre hommage, hein, parce que je fais partie des auteurs qui ne connaissaient personne, donc je suis pas journaliste, je n'avais pas d'amis particulièrement dans l'édition, donc j'ai envoyé mon manuscrit par la poste, comme beaucoup, et j'ai eu la chance d'être retenu comme peu. Et Grasset m'a répondu en 3 semaines, et je me souviens comme si c'était hier du coup de fil de Martine Boutan, l'éditrice, qui m'a déversé une tonne de compliments, et moi je savais même pas où me mettre. Et voilà, donc c'est une grande émotion. Et voilà comment je suis arrivé à l'écriture. Tu te souviens de ce jour-là? Ah ben très bien, c'était le jour du match France-Nigeria de la Coupe du Monde 2014. Et donc j'ai décroché le téléphone pendant le match. Donc déjà, il se passait un truc. Et ensuite, je lui ai parlé pendant le match. C'est quand même un truc de fou. Voilà. Et en fait, d'ailleurs, ça a été que le début de tout un tas de turpitudes, parce que chez Grasset, il y a un comité de lecture. Et donc, j'ai eu... Martine Bouton me dit c'est super, machin. Et ensuite, j'ai eu... Ah ben, il n'y a plus de comité parce que c'est l'été. En fait, il y a des gens qui l'ont lu, ils trouvent ça super, donc on va y aller. Ah, il y a une personne dans le comité qui l'a vraiment pas aimé, donc on va pas le faire. Et là, c'est le désespoir. Et puis, l'autre coup de fil dont je me souviens, j'étais à Chamonix, je sortais d'un truc d'accrobranche avec mes filles, et c'était le 18 juillet, et j'ai reçu le coup de fil de Martine me disant, le dernier lecteur a beaucoup aimé, ce dernier lecteur, c'est Olivier Nora, c'est le président de Grasset, donc on est là. Est-ce que vous pouvez venir nous voir? J'ai pris la voiture et je suis parti. Voilà. Donc j'ai fait 600 bornes pour aller voir Grasset. Et je dois dire que cette première discussion, c'est un truc qui m'a marqué. On n'a parlé que du texte. On n'a pas parlé de moi, de qui j'étais, de ce que je faisais. Rien à foutre. Grasset on n'a parlé que du texte, et ça m'a laissé une impression voilà, d'immense fierté, parce que voilà, on parlait d'un roman, quoi. On parlait que d'un roman. Et l'autre question qui était amusante là-dedans, c'est Olivier Nora qui m'a demandé, mais est-ce que c'est un truc qui vous est arrivé ou quelque chose? Je lui ai dit non, c'est un truc que j'ai imaginé. Et il était très content de ça, parce que c'est pas pareil en fait de sortir un roman
sur un truc qui vous est arrivé ou vous remâchez sur la famille, là, il disait peut-être qu'il y en aura d'autres. Okay. Est-ce que tu veux nous pitcher, du coup, Je me suis tue, dont tu nous parles depuis tout à l'heure? Ah oui. Je me suis tue, c'est l'histoire d'une femme qui est agressée et qui décide qu'elle va garder le silence parce qu'elle ne veut pas avoir l'étiquette de victime, qui va se retrouver enceinte suite à son agression. Il se trouve qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant avec son mari et elle se dit je vais faire un pied de nez au destin. Et ce violeur qui croyait détruire ma vie est en fait celui qui va m'ouvrir les portes du bonheur. Et puis ça va pas se passer exactement comme ça. Qu'est-ce que tu penses du pitch? Ça va ou pas? Non, c'est pas mal. Ouais, et moi, j'ajouterais que la couverture du poche est excellente. Tiens, je la montre. C'est tout. Alors, tu disais, attends, cette histoire, pardon, tu disais qu'elle t'est venue en rêve? Oui. C'est-à-dire, explique-nous, parce que c'est quand même une histoire pas bah, j'ai rêvé d'une femme violée qui a un enfant et qui reconnaît dans son enfant son violeur, et donc la présence de cet enfant lui est insupportable. Et là, tu t'es dit... C'était ça le truc, et après je l'ai transformé. Voilà. Et là, tu t'es réveillé et t'as quoi? T'as noté tout de suite pour pas oublier? J'ai noté 2 phrases. J'ai quelques papiers qui sont rigolos comme ça parce que j'ai ça, et puis j'ai le carnet de chèques vacances où j'ai fait le plan de Un fils parfait, parce que j'attendais ma belle-mère et ma femme qui n'avançaient pas dans une randonnée. Et donc pendant tout le temps où je marchais, j'avais construit le plan dans ma tête et je me suis arrêté sur un rocher puis j'ai noté ça au dos d'un carnet de chèques vacances. Voilà. Donc, ah ouais, l'inspiration te vient dans des endroits complètement improbables. C'est ça. Alors, tu disais que tu avais mis plusieurs années à écrire Je me suis tue. Après, tu as été hyper prolifique parce qu'en quelques années, tu as pondu 5 romans. Ouais. Alors, je sais jamais comment il faut le prendre, ça. C'est joli pondre, hein, moi j'aime bien. Non, mais on ne sait jamais si c'est un gage de qualité ou au contraire un gage d'expédition. En fait, ouais, ça fait 5 romans en 8 ans si on prend le temps de maturation. Une fois qu'on a il y a un vrai effet d'expérience dans l'écriture d'un roman. Je me suis dit, ça m'a pris longtemps. Un fils parfait, je l'ai chapitré. Et c'est ainsi que les hommes jugent, je l'ai chapitré et détaillé. Disparaître, c'est pareil, c'était hyper détaillé. Et Femmes en colère, pour le coup, c'était, j'avais fait des fiches sur chaque personnage. Donc ouais, on avance, on progresse. Moi, il y en a encore. L'écriture est quand même plus facile. Donc un roman, c'est 6 mois dans la tête et 6 mois d'écriture. Et entre-temps, il y a le temps de promo, quoi, ou de pause. Ou les salons quand il y en a. C'est ça, les salons, les libraires quand il y en a. Et tu disais, là, les romans, au fur et à mesure, tu les as chapitrés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Je me suis tue, tu l'as presque écrit d'une traite, au fil de l'eau, comme ça devenait, et après, tu as essayé de construire peut-être un plan, plus avant de Après, je me suis dit, on va être Ordnung, on va faire un petit peu de construction, plus charpenté. Et encore, voilà, Un fils parfait, c'est juste des têtes de chapitre, donc derrière ce carnet de chèques vacances. Après, c'est plus solide. Okay. C'est plus détaillé. Dans Femmes en colère, ce qui est marrant, c'est que c'est très détaillé. La construction, la préparation, elle m'a pris beaucoup de temps parce qu'il y avait beaucoup de documentation pour aller pénétrer dans un jury d'assises. Et en revanche, je savais qui étaient les jurés, mais je ne savais pas ce qu'ils allaient dire. Et donc, chaque juré s'est retrouvé à vivre sa vie, et moi, je la subissais, quoi. J'avais aucune idée de ce qu'ils allaient dire. Alors, on va démarrer? Bah oui. Alors, Femmes en colère, c'est une couverture assez incroyable quand même. Est-ce que tu peux nous en parler? On a fait des belles couves. C'est Jean-François Paga, le directeur de Créat de Grasset. Et on avait vachement envie d'une illustration plus que d'une photo ou plus que de ça.
Et on a fait des trucs qui étaient... alors, il y avait quelques essais avec la police de femmes en colère et de Mathieu Ménégo. On est arrivé à faire un truc avec MeToo. C'était assez subtil, mais c'était joli. Et puis, quand il m'a montré ça, cette image du Joker au féminin, j'ai dit ouais, enfin, tout de suite quoi. Et donc ça a pas pris, ça a pas pris très longtemps parce qu'on s'est très vite aligné là-dessus. Je trouve que c'est une couve qui a une force visuelle dingue et qu'on retient, un peu comme la couve de Je me suis tué en poche. Hein. Ouais. C'est une couve qu'on n'oublie pas. Voilà. Donc c'était ça l'idée. Alors, Femmes en colère, ça se passe pendant 24 heures dans une cour d'assises. Est-ce que tu veux nous raconter, du coup, d'où vient cette histoire? D'où vient cette envie d'écrire sur MeToo, en fait Sur Mathilde? Alors, Femmes en colère, c'est pas l'histoire de Mathilde. C'est l'histoire d'un jury d'assises. Le héros de ce film, c'est vraiment un jury. De ce film, de ce livre? Pardon. Oh, le lapsus. Il est déjà à Hollywood dans la préparation du film, hein, c'est ça? Bah, on discute pas mal là, ouais. Donc pardon, le héros de ce livre, c'est le jury d'assises. J'avais envie d'écrire un livre sur un jury et j'avais besoin d'une affaire pour ça. Donc j'avais déjà beaucoup travaillé sur voilà la documentation, le jury, parce que on a tous vu plein de films de procès, on a tous vu plein de délibérations de jury. Donc tout le monde a vu des procès en France, La Vérité, plus récemment La Fille au bracelet, et il y a beaucoup d'engouement autour de ça. Tout le monde sait comment se passe une délibération de jury aux États-Unis, parce que tout le monde a vu 12 hommes en colère et What Mill, série américaine. Et donc, on attend que le premier jury se lève, transmette le papier à votre honneur, qu'il lit le truc et qu'il le rend au juré, et qu'il tout ce décorum qui n'existe pas en France. Et donc, je voulais vraiment faire un zoom sur un jury, montrer comment ça se passait, comment on discutait, etc. Et je cherchais un crime, une affaire à juger. Et c'est la femme de mon guide qui m'a raconté l'histoire de cette vétérinaire qui est prise en stop par deux routiers, qui la violent pendant 2 heures sur une aire d'autoroute de manière épouvantable. Et elle ne pense qu'à une chose, c'est se venger. Et ils ont ce phénomène de décompensation après le viol. Et donc, ils se rapprochent de la victime pour dire en fait t'étais contente, ça va bien, enfin est-ce que je peux t'aider, est-ce que ça s'est bien passé, t'as aimé tout ça. Donc ils l'ont vraiment ramenée chez elle et à la sortie elle leur a dit mais vous voulez pas revenir samedi parce que je suis toute seule samedi. Et ces deux abrutis ils sont retournés le samedi et ils ont laissé quelques plumes et donc ils ont subi les foudres de la vengeance de cette femme. Donc j'ai trouvé que le crime était fantastique. Moi je l'ai remis dans un contexte où Mathilde est violée suite à une rencontre après des échanges sur Tinder. Donc elle sait qu'elle a à son passif, entre guillemets, une kyrielle de messages où elle exprime ses désirs, ses envies, etc. Et que donc, il n'y a pas une juridiction qui ne va pas dire, bah, de toute façon, elle l'a cherché, elle est venue chercher ça, elle a eu ça, de quoi elle se plaint, la dame. Et donc, elle sait qu'elle ne sera pas écoutée ou entendue par la justice, et donc elle décide de se faire justice elle-même. Et c'est le procès de ça, c'est le procès de la vengeance, et c'est la discussion autour de la légitime défense, de la défense légitime, et de qu'est-ce qu'on a envie de laisser à ses enfants. Parce qu'en fait, Mathilde, le roman alterne le journal de Mathilde dans sa cellule quand elle attend le résultat du délibéré et le délibéré. Et Mathilde est super claire sur le fait qu'elle sait qu'en faisant ça, elle se prive de ses filles, que c'est égoïste, etc. Mais elle le fait dans un état d'esprit de transmission. Parce qu'en fait, elle ne veut pas laisser un monde à ses enfants, à ses filles, où des femmes peuvent se faire agresser et les hommes peuvent se promener assez tranquillement en étant impunis. Et donc, c'est très paradoxal la situation de Mathilde, parce qu'elle souffre de cette séparation. Et en fait, elle est complètement en boucle, parce que, quelle que soit la façon dont elle prenne le problème, elle arrive à la même conclusion, qui est qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose. Je propose qu'on lise le premier extrait. Caro, peut-être, non? Juste, Aude avait une question, elle demandait si tu avais été toi-même jurée
Non, je n'ai pas été juré et Dieu sait que je scrute ma boîte aux lettres, mais je n'ai pas été juré. Et j'ai interrogé des juges, des avocats euh, et, un, et un avocat général, un procureur, et je n'ai pas interrogé le jury parce que les jurés ne vous parlent pas. Ils sont Soumis au tenus au secret. secret, ouais, Ouais. des délibérations. Et c'est un truc avec lequel personne rigole, le secret des délibérations. D'accord. Oui, pour le premier extrait, Caro, bonne idée. Allez. Alors là, normalement, c'est bon, vous avez mon écran? Ouais. Alors, c'est au tout début du roman, hein, parce que comme d'habitude, on dévoile pas la suite, bien entendu. Donc, les débats sont terminés. J'ordonne que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains de Monsieur Mariel, le greffier, à l'exception de la décision de renvoi qui sera conservée en vue de la délibération. Le président de la cour d'assises de Rennes, Clément Largeron, met ainsi un terme au premier acte de ce procès. 4 journées de débats animés au sein d'une salle aménagée spécialement pour permettre l'accueil du public dans le respect des mesures de distanciation physique, déconfinement oblige. Il est satisfait de la tenue des audiences, durant lesquelles toutes les parties prenantes ont pu s'exprimer avec conviction et âpreté, certes, mais sans haine ni débordement. Largeron préside la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine depuis 6 ans. Au rythme d'une session de 15 jours chaque trimestre, il n'en est pas à son premier procès médiatique. Il en a vu défiler des assassins, des braqueurs de fourgons en lance-roquettes, des violeurs, des pédocriminels, des vilains de la pire espèce comme des honnêtes gens pris dans un engrenage conduisant à un malencontreux passage à l'acte. Mais il s'agissait toujours d'individus, chacun avec son histoire personnelle. Jamais il n'avait eu à juger jusque-là un symbole. Mathilde Collignon est plus qu'une accusée. Elle est devenue le révélateur de l'état de la société post-MeToo. Ouais, je trouvais que cet extrait, il présentait bien justement le contexte. Et puis cette particularité, effectivement, moi ce que j'aime dans tes romans, Mathieu, c'est qu'on est d'emblée dans la scène, en fait. On a l'impression de faire partie, d'assister à ce procès. Du jury, ouais. Voilà. Et comme en plus, tu as alterné là, donc effectivement, la narration et le journal de Mathilde, et bien en fait, oscille évidemment entre les pensées de Mathilde. Mathilde d'ailleurs qui est coupable, hein, qui reconnaît qu'elle est coupable, qui demande juste à avoir une justice juste, quoi, finalement. Et puis c'est juré, et puis effectivement, on imagine toutes les personnes, comme on parle d'un procès très médiatique, toutes les personnes, toute l'opinion publique qui se fait son avis et qui se permet toujours de la donner. Donc, comment tu as réussi à construire tout ça, voilà, à donner la parole à chacun sans être dans le jugement, parce que tu n'es pas dans le jugement, évidemment. En plus, c'est quand même un sujet sensible. Comment tu t'es attaqué à ça? Euh, Bah, la voix de Mathilde, elle est pas très compliquée à construire parce que c'est des discussions qu'on a pu avoir, ne serait-ce qu'avec mes filles d'ailleurs, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on fait pas, et sur ce que c'est sur ce que c'est qu'un nom. Euh, et donc j'ai choisi de faire de Mathilde une fan de cinéma, donc il y a tout un tas de références aussi euh, au cinéma. Et puis les jurés, en fait, je suis pas dans une position de narrateur omniscient. Dans la description du jury, je suis dans la position du président. Et donc, c'est pas écrit, mais vraiment, enfin, en le relisant attentivement, on se rend compte que on voit le truc au travers des yeux du président. Il constate qu'un tel est énervé, il constate qu'une telle s'exprime pas, donc il leur donne la parole, etc. Et c'est ce qui fait qu'on n'est pas dans le jugement, parce qu'on est justement avec un président de Cour d'assises qui veut que tout le monde s'exprime, qui veut s'assurer que chacun ait sa part de voix, qui est très pédagogique, qui explique ce qu'on est en train de faire, à quelle étape du processus on en est. Et c'est ce qui donne ce côté. Et puis j'aimais bien cette alternance de dialogue enlevé dans le jury, de voix plus personnelle de Mathilde. Et puis je crois qu'il y a quand même aussi des moments où on se marre dans ce roman, parce qu'il y a quelques saillies dans les discussions entre jurés où on voit bien, enfin on s'imagine bien là-dedans et les invectives qu'on est capable de s'envoyer. Aujourd'hui, je crois que ça traduit aussi un monde hyper polarisé.
où on a de plus en plus de mal à s'écouter. Et donc on juge très vite à l'emporte-pièce et le temps de la justice dans un jury, c'est plus long, quoi. Et ton livre est hyper crispant parce qu'en fait, on se retrouve au milieu de ce jury hyper différent. Il y a des hommes, il y a des femmes. Forcément, on s'attache à certains jurés plus qu'à d'autres. Et pendant tout le bouquin, on flippe parce qu'on se dit que le destin de Mathilde est entre leurs mains et que finalement, à une ou deux voix près, tout peut basculer pour elle. Et jusqu'à la fin, on ne sait pas comment, forcément, comment tu vas terminer le bouquin. Et moi, j'ai trouvé ça assez flippant, comme un bon thriller, parce qu'on a peur pour elle. En même temps, on comprend son geste. En même temps, elle reconnaît sa culpabilité. C'est hyper compliqué à juger, en fait. Et les jurés le disent. C'est compliqué pour tout le monde, en fait. Ah bah, c'est sûr que c'est compliqué, et j'espère bien que je vous énerve. Toute l'idée de ce roman, c'est d'abord de vous tenir 2-3 heures éveillé, et que vous n'ayez pas envie de le fermer, et ensuite de faire qu'on en discute. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que il y ait ensuite la discussion à table. Et moi, j'ai eu des discussions avec certains de mes copains qui m'ont fait peur. Euh, donc avec une fille que je croyais beaucoup plus progressiste que ça et qui dit non mais 10 piges à l'ombre là pour Mathilde, ferme et avec de la période de sûreté. Et un mec qui m'a dit mais enfin de toute façon quand même elle avait bien cherché non enfin Ouais. Ça m'étonne pas. Tu dois avoir des surprises, effectivement. ouais, en fait, Ouais. et c'est assez rigolo. Voilà. Donc, Ce qui est marrant, c'est que c'est un livre qui se lit à plusieurs. sur ce genre de sujet, tout le monde a un avis finalement, mais quand même, je pense qu'on n'aurait pas forcément aimé avoir la place de juré. Tu vois? Et c'est ça qui est compliqué, je trouve aussi, c'est que chaque juré peut s'exprimer et effectivement, quand, Largeron, fait preuve de pédagogie, je me suis demandé si c'était lui qui faisait preuve de pédagogie envers les jurés ou toi qui faisais de pédagogie envers nous pour qu'on Ah bah, comprenne bien et qu'on se mette bien. Non, mais c'est vrai, bah, c'est c'est obligatoire de faire un peu les deux, euh, mais un président de cour d'assises fait vraiment ça. Hein. Il explique les ouais, trucs. Ben ouais, parce que il y a toujours la question de mais à la fin, ça sert à quoi une peine? Pourquoi ouais. est-ce qu'il faut condamner quelqu'un? Qu'est-ce qu'on cherche avec ça? Qu'est-ce qu'on cherche avec la prison? À quoi ça sert? Et puis ensuite, il y a toute la question de mais on comprend pas. Le code pénal prévoit une peine pour un Mmh. crime. Et donc pourquoi est-ce qu'on discute de la peine? Ben oui, parce que un des pilier de la démocratie, c'est l'individualisation de la peine. Sinon, j'ai pas besoin de procès. Tu as tué quelqu'un, tu fais 30 ans de prison. Point. Mmh. Un homicide involontaire, c'est 5 ans, machin. Ah ouais, mais là, il y avait il y avait du verglas sur la route, j'ai rien vu, j'y pouvais rien, etc., etc. Bah oui, heureusement qu'il y a l'individualisation des peines. Et c'est vraiment un des trucs les plus importants de notre démocratie. Il y a quelqu'un qui posait une question dans le chat, c'était, alors attends, c'était important. Combien de temps de recherche et de travail pour ce roman? Parce que c'est vrai que tu t'es énormément documenté et d'ailleurs tu Euh, cites aussi des livres, je sais pas, cité Laetitia d'Ivan Yablonka. Tu as lu donc d'autres livres sur des victimes? Enfin, comment tu t'es ah bah ça, organisé? j'ai beaucoup parlé avec un président de cour d'assises. Euh, Beaucoup avec un avocat, beaucoup avec un proc. Donc c'est des j'ai 2 cahiers de notes sur comment ça se passe à l'intérieur. Il y a un livre sur le code de procédure pénale, sur le fonctionnement des assises. Euh, ouais, il y a 3 mois de travail de documentation très fouillé. Et après, il y a tout le boulot de se dire comment je rends ça digeste, quoi. Mmh. Et l'avocate à qui j'ai fait lire ça m'a dit, bah, t'as réussi à rendre le code de procédure pénale passionnant. Parce que il y a cette espèce d'arbitrage entre se dire, mais je vous fais pas la leçon, mais à ce moment-là, on comprend rien. Mmh. S'il n'y a pas ces éléments-là pour guider le lecteur, donc c'est cet équilibre. Il y a quelques lecteurs qui m'ont dit, putain, ça m'a fait chier les passages là, machin. Il y en a quelques-uns, pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. À la fin, je pense qu'il y a 1 ou 2 pages un peu denses. Le reste se lit comme de rien.
Alors moi, je voulais rebondir justement sur tes lecteurs. Là, ton livre sort dans une période un petit peu compliquée. On n'a plus de salon du livre, il n'y a pas de rencontre. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu as beaucoup de retours? Tu nous parlais de tes amis, que tu avais découvert certains sous un autre jour avec des réactions. Est-ce que tu as des réactions enflammées de tes lecteurs, lectrices sur justement ce livre? Plus que Moi, pour les autres? Ouais, c'est les réseaux sociaux. Mais le... Bah, Parce qu'on le voit ouais, passer partout ton livre en ce moment quand même. Hein. j'ai beaucoup de, enfin, j'ai des retours super qualitatifs hein, sur Babelio. Les notes sont exceptionnelles, avec vraiment une grande quantité de notes. Sur Insta, beaucoup. Disparaître avait eu un accueil très mitigé. Il y avait des gens qui avaient beaucoup aimé, des gens qui n'avaient pas aimé du tout. Ça avait moins déclenché les foules. Ça avait moins déclenché les foudres, ouais. Et les foules. Ou ça avait plus déclenché les foudres et moins les foules. Là, il y a quelque chose sur la qualité de ce livre. Et paradoxalement, bah voilà, la presse ne s'en empare pas. Donc, je suis allé en Belgique parce que lundi, et en Belgique, j'ai fait 8 entretiens avec des radios, des journalistes, des machins. Les mecs ont tous lu le livre. Ils posent des questions. Je sais même pas que j'ai écrit ça moi. À la fin, enfin, il y a un côté super professionnel et très 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 agréable des journalistes belges. Voilà. Donc, je sais pas s'il y a des Belges dans la mosaïque. Mais un grand hommage à ce beau pays. C'était la première fois que je traversais une frontière depuis un an. J'ai eu l'impression de vivre une aventure de dingue. Donc voilà, les lecteurs et les lectrices aiment beaucoup ce livre. Il n'est pas dans suffisamment de mains. Mais est-ce que tu as eu des réactions par rapport à la fin de ton livre, au verdict? Est-ce que tu as des lecteurs qui sont tombés dessus en mode vénère, ou est-ce que tu as eu des messages de gens qui t'ont dit je suis heureuse de la fin? Comment ça s'est passé? Parce que du coup... Je ne sais pas quelle est la fin de ce livre. Et donc, donc je ne vois pas comment je peux réagir à ça. Est-ce que tu avais la fin dès le départ? Non. Ok. Parce que nous, pendant la lecture, on se demandait comment tu allais finir. Et pendant toute la lecture, moi, je me suis dit, j'aurais vraiment pas voulu être à la place d'un juré parce que c'est... Ah, c'est pas facile. Ce genre d'affaire, Mathieu, parce qu'il faut une fin. Je veux dire, tu vois, enfin... Quand tu as un suspense aussi important tout au long de ta lecture et que d'ailleurs ça t'aide à avancer dans ta lecture parce que effectivement tu as envie d'avancer, de poursuivre, de comprendre quoi. Tu as peur d'être déçu de la fin. En l'occurrence, on l'a pas été, mais c'est pour ça que ça m'intéressait de savoir si tu avais la fin dès le départ ou pas. J'avais pas la fin et j'avais pas le twist. Il y a une fin et un twist. Donc, ni l'un ni l'autre. Il est venu en rêve? Il est venu comment? En faisant de la corde à sauter. Oh. Ça, c'est l'effet confinement? Ouais, c'est l'effet confinement. Le confinement, ça t'a inspiré? Ça a été une période productive pour toi ou au contraire, c'était compliqué d'écrire pendant le confinement? Ah mais j'ai pas arrêté d'écrire pendant le confinement en fait. Les 55 jours du premier confinement, c'est vraiment là que j'ai écrit Femme en colère. Tout était prêt, tout était préparé, c'était chapitré, c'était documenté, c'était machin, j'avais plus qu'à l'écrire. On a eu Nous sommes en guerre, et je me suis dit bon bah ok, moi je vais me mettre à écrire quoi, puisque c'est la guerre, il n'y a plus que ça. Voilà. Il y a Aude qui écrit qu'elle a l'impression, mais c'est peut-être qu'une impression, que tu es très critiquée par les très très ultra féministes. Je suis pas du tout très critiqué. Je crois qu'il y a eu une réaction machin. Non. Et puis j'ai fait une interview de blog hier, lundi en Belgique, avec une ultra féministe qui a commencé l'entretien par c'est le premier livre d'un homme que je lis depuis 6 ans. Et là on se dit wow, welcome. Et ça s'est très bien passé. Tu l'as réconcilié avec les hommes, avec les auteurs hommes, peut-être les hommes en général, je sais pas. Non, ça je suis pas sûr, mais non. Et puis très bien, s'il faut débattre, on débat. Hein. Oui. Mais je pense qu'il faut être tordu pour se dire que c'est pas un livre en hommage aux femmes et que c'est pas un livre qui promeut violemment le besoin de renforcer l'égalité de traitement et l'égalité de droit entre hommes et femmes. Alors moi, je lirais bien le deuxième extrait, ouais, Caro. Absolument, bonne transition. Justement, là, c'est une des jurées qui parle.
Et c'est Mathieu qui m'a demandé de lire cet extrait. Et, Je balance. et je sais pas pourquoi. T'assumes pas, hein, Caro? Si, totalement. Oh là là, complètement. Allez, c'est parti. Moi, je pense qu'ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient, ces deux salopards. Non seulement ce sont des porcs, mais en plus, ils sont complètement cons. Non mais, croire qu'elle avait aimé ça et qu'elle en voulait encore, je rêve. Pour moi, il est hors de question de condamner une femme qui savait qu'elle ne serait pas entendue. Ce n'est peut-être pas de la légitime défense, comme vous nous la décrivez dans les textes de loi, mais c'est un acte de légitime défense dans ce monde où les femmes ne sont pas écoutées quand elles crient, quand elles sont battues, quand elles sont violées. Le jour où les hommes et les femmes seront à armes égales, ce jour-là, et ce jour-là seulement, bien sûr, il faudra la condamner. Mais aujourd'hui, on ne peut pas. Elle n'avait pas d'autre choix, et elle a protégé les autres femmes qui auraient fini par devenir victimes de ces deux salauds. Je refuse de condamner cette femme. La condamner, c'est accepter la société dans laquelle nous vivons. La quitter, c'est faire changer la peur de camp. Les mecs réfléchiront peut-être à deux fois avant de sortir leur zizi sans qu'on leur ait demandé. C'est raccord avec ce qu'on vient de dire. Et ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, parmi ces jurés, on s'identifie à certains, en fait, alors qu'on en est très éloigné. Mais c'est par exemple une discussion qu'on aurait pu avoir, nous, avec des amis. Et du coup, ça sonne vrai. Ça rend vrai, en fait, les dialogues. Et ça fait qu'on s'implique encore plus dans l'histoire. Quel superbe extrait, écrit Lolo Brodeuse. Mais c'est des discussions de toute façon qu'on a tous eu, tous et toutes eues là. Par exemple sur PPDA. Imagine qu'il n'y a pas il y a pas un foyer où les gens se sont pas dit mais alors machin, tout ça. Ouais, c'est des débats qui sont des débats de société, qui sont des débats d'aujourd'hui, qui sont des débats qu'il est utile et sain d'avoir quoi. Et alors, il sera adapté à la télé, au cinéma? Non, au cinéma. Excellent. C'est vrai, t'as vendu les droits? Jacques Villeray m'a pas encore appelé pour faire Monsieur Van Der Put et dire qu'on a les droits. Donc ça, c'est pas encore fait, mais on se rapproche. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle. Tu avais déjà eu une adaptation pour Un fils parfait. Je remonte la couverture. J'en ai eu deux, Caroline. Alors, moi, j'ai vu Un fils parfait. Et l'autre, c'était quoi? Ouais. L'autre, c'est Est-ce ainsi que les hommes jugent, mais ça, personne ne l'a vu pour le moment, puisqu'il est juste dans la boîte. Non, arrête de me piéger non aussi. plus, hein. Tu me pièges, là. Ça, Non, j'ai bien eu sûr, peur de l'avoir raté. il sera diffusé probablement au deuxième semestre, mais il est dans la boîte. Excellent. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler, du coup, 5 minutes d'Un fils parfait? Est-ce que tu as participé au scénario? Alors, Un fils parfait, c'est quelques années avant La famille Lagrande. C'est un livre qui montre que l'inceste n'est pas complètement bien traité dans notre code pénal. Et c'est un livre qui parle d'une femme qui découvre avec horreur que son mari viole ses enfants et qui n'est pas entendue, pas écoutée parce que parce que son mari a une position sociale très forte, des liens, des machins, et il réussit à la faire passer pour dingue. Et donc elle va être privée de ses filles et elle va se bagarrer pour essayer de les récupérer. L'adaptation a été faite très vite. Hein. Pareil, ça a été signé en même pas un mois après la sortie. Pour faire un téléfilm, c'est Odile Vuillemin et Loïc Corbery qui étaient les rôles principaux. Moi, j'ai relu le scénario, pas mal discuté avec le réalisateur Didier Bivel, beaucoup avec Odile Vuillemin, et je suis allé sur le tournage. J'ai trouvé que c'était une très belle adaptation, où la fin est un peu rapide par rapport à mon bouquin. Elle est différente, surtout. Non, mais elle est différente. Ce qui est surtout drôle, c'est que voilà, mais à la minute, c'est un truc qui fait 90 minutes et à la minute 84, on se dit mais ça n'a pas commencé à finir ce truc-là. Donc on sait pas bien comment ils vont le finir. Ouais, c'est vrai que la fin est un peu ratée. Et c'est vrai que ça fait court, en fait. On s'attend à ce qu'il y ait plus. Même ça, c'est le format. Le format, c'est 90. Non, puis pour tes lecteurs, nous qui connaissions ta fin, c'est vrai que moi, j'aurais mais pas en fait, la fin telle qu'elle est dans mon livre ne convenait pas à France Télé parce qu'il fallait qu'il soit puni. Il fallait qu'il soit jugé. Il ne pouvait pas s'en sortir. Et l'excuse qui lui est donnée dans le livre, pareil, il fallait pas qu'il puisse avoir une excuse.
ce Maxime. Mais j'ai trouvé que c'était un beau film parce que Mm. c'était des belles images, une belle bande son, c'était C'est super bien bien joué. interprété aussi. Ouais, Ouais, non, c'était c'est vrai. super bien joué. Et alors, ce qui était drôle, c'est que je me souviens très bien, on regardait, moi, c'est la première, donc je l'avais déjà vu plusieurs fois avant qu'il soit diffusé. Et quand il a été diffusé, je me suis mis sur le fil Twitter, hashtag un homme parfait. Et c'est dément, j'avais jamais fait ça. Mais euh, bah, il y a des gens qui commentent tout ce qui se passe en disant Ah ah ouais. mais c'est pas vrai, ah bah bonjour la police, hein. Pff, c'est n'importe quoi, mais elle est conne, mais c'est pas possible. Et j'ai ça en continu. Et donc c'était une expérience intéressante. Bénédicte dit, comme quoi, encore une fois, la littérature est bien plus libre que le monde du cinéma et de la télévision. Bien sûr, bien sûr, mais il y a aussi c'est les auteurs de BD qui vous disent en BD, moi je fais ce que je veux. Si j'ai envie qu'il y ait 18 hélicoptères qui détruisent 25 porte-avions dans un machin, au Cinoche, le mec il me regarde en disant non, non, t'es gentil, Non, là, mais ça va pas être possible. il y aura un demi-hélicoptère et peut-être un, un vieux bateau existant, mais je peux pas faire tout ça. Donc oui, oui, bien sûr, dans la littérature, on a toute liberté de, de créer sans se poser la question à la fois des enjeux d'adaptation ou de choses comme ça. Donc, Alors moi, je propose qu'on parle un petit peu de Disparaître, qui vient Allez. de eh bien, sortir. parlons de disparaître. Est-ce que tu veux nous pitcher Disparaître, s'il te plaît, Mathieu? On le fait bosser, Mathieu. Hein. On te fait un petit peu Mais bosser. j'avais rien préparé, moi. Alors, disparaître. Disparaître, c'est un Colombo. C'est-à-dire que C'est vrai. on trouve un mort sur une plage. Non, pardon, il y a une jeune fille qui se suicide et on trouve un mort sur une plage. Puis ensuite, je vais vous raconter l'histoire d'un homme et d'une femme. Donc vous allez assez vite comprendre que quelque part, l'homme est le noyé et la fille est celle qui s'est jetée par la fenêtre. Et donc le sujet n'est pas du tout de savoir qui est qui, mais de savoir pourquoi, qu'est-ce qui a pu amener ces deux personnes euh, à vouloir disparaître. Euh, c'est un livre pour lequel moi j'ai beaucoup d'affection. C'est un livre que, enfin, je pense que c'est un livre euh, où je trouve que la qualité d'écriture est bonne. Moi, j'ai beaucoup aimé m'y plonger. C'est un livre qui raconte une histoire d'amour ou une histoire de cul, selon la lecture qu'on a envie d'en faire, entre une jeune embauchée et le patron d'une banque d'affaires. Ça décrit les mécanismes d'emprise, de burn-out et les liens qui peuvent se nouer. Ça raconte un homme qui vieillit et qui se pose des questions. Euh, et, euh, et voilà, et ça rentre il va se passer un drame épouvantable, et ça montre comment une vie peut basculer pour rien, Mm. ou comment deux vies peuvent basculer pour pas grand-chose. C'est un roman que j'ai écrit. J'avais une scène de rupture en tête, donc dans ce roman, il y a une scène de climax qui est vraiment l'avant-dernière scène. On dirait un truc d'école de scénario, parce qu'il faut toujours que c'est l'avant-dernière, la montée du truc, puis ensuite ça peut redescendre un peu. Mais cette scène de rupture où le banquier va dire à sa jeune qu'il la quitte, c'est celle-là que j'avais envie d'écrire, parce que elle croit qu'il vient lui dire que ouais c'est bon, il quitte sa femme et qu'il va faire sa vie avec elle. Et donc il y a le, l'espèce de parallèle entre Blanche-Neige qui prépare la maison, le dîner, le machin, etc. Et puis l'autre qui monte avec vraiment mais la robe de bure et la corde autour du cou en se disant mais comment je vais me débarrasser de cet écervelé ou de je ne sais pas quoi. Et voilà. Et donc ce paradoxe-là. Euh, voilà, disparaître. Grasset écrit derrière en quatrième de couve, Mathieu Ménégo nous rappelle que les histoires d'amour finissent mal en général. C'est ça. Alors moi, je propose qu'on lise le premier extrait, du coup. On Allez. a choisi un extrait qui présente Le tout début. Esther et un extrait qui présente Étienne. Donc les deux personnages principaux de ton livre. Le cri les a glacés. Tous ont tourné la tête, cherchaient à localiser d'où il provenait. Il retentissait encore alors qu'il n'avait duré que quelques secondes. Un hurlement de femme, primitif et inoubliable. Certains, rares, ont vu le corps chuter. La plupart n'en ont pas eu le temps.
Mais au silence qui a suivi le choc, tous ont compris qu'elle était morte. L'agitation succède à la sidération. Des dizaines de personnes sortent leur téléphone pour appeler les secours, certains charognards pour être les premiers à prendre en photo la scène macabre. Beaucoup crient à leur tour, tremblent, pleurent, se réfugient dans les bras les uns des autres. Un cercle se forme autour du corps. Un étudiant en médecine se faufile et s'agenouille auprès de la dépouille pour chercher du bout des doigts le pouls sur la carotide. En vain. Au vu de la position du corps, il vaut mieux qu'elle soit morte, songe-t-il. Par réflexe, il se relève et intime au badaud de reculer, mais ils sont nombreux à vouloir satisfaire une morbide curiosité. Elle a 25 ans à peine, des cheveux noirs bouclés encadrent un visage harmonieux, épargné par la chute. Elle est vêtue d'une robe noire et blanche, elle est jambes et pieds nus, et la vision des membres désarticulés est une épreuve pour les spectateurs qui se sont approchés. Les commentaires vont bon train. C'est épouvantable. Quelle tristesse, quelle horreur, mon Dieu. Et qu'est-ce qui peut bien pousser une si jolie fille à se jeter par la fenêtre? Je trouve que, une fois de plus, Caro, ton extrait est très bien choisi. Parce que, encore une fois, on a l'impression de vivre cette scène. Bon, moi, j'ai jamais assisté à ce genre de scène, mais j'imagine très bien, en fait, je vois très bien les choses. Et ce que j'aime, effectivement, c'est que c'est très visuel. Je ne sais pas les uns les autres si. Enfin, je vois que dans le chat, ça réagit beaucoup, effectivement, à ce qu'on dit. Et là, ben oui, on est dedans, quoi. On peut pas, en fait, on peut pas s'arrêter là. On est obligé de poursuivre. Non? Comment C'est un peu le talent de tes livres, c'est qu'une fois qu'on l'ouvre, généralement, moi, je le lis d'une traite parce que je peux plus m'arrêter, en fait. Tu nous prends chapitre après chapitre, on peut plus s'arrêter. C'est ça que j'ai envie de faire et c'est ça que j'aime faire. Et mon éditrice m'y a aidé dès le début, c'est-à-dire que dans Je me suis tué, elle m'a dit non, mais il faut que ton truc il soit tendu et encore plus tendu parce que Claire écrit dans l'urgence, il lui reste que quelques heures à vivre, etc. Donc et donc j'ai appris à éviter les digressions, j'ai appris à ne pas me faire plaisir, mais à penser au lecteur. Et moi, c'est ce que j'aime lire d'ailleurs. J'aime lire des trucs où on vient pas me promener sur des trucs pour me ramener après, où je me suis perdu et je me suis endormi entre deux. Donc, et donc ouais, c'est vraiment l'ambition que j'ai, c'est de vous prendre, de vous plonger, de vous faire réfléchir après, mais que vous n'ayez pas posé le bouquin. Quoi. Catherine dit « D'où toutes les nuits blanches avec les livres de Mathieu ». Mais non, mais on arrive à dormir parce que ça prend 3 heures. Donc, ah oui, mais si tu le commences à minuit, tu te couches tard. Si tu commences, non, ça, commencer à minuit, c'est une erreur stratégique. Ça, c'est sûr. Et en fait, Mathieu, en plus, on ne le lit pas en 3 heures parce que il y a ce côté, j'ai envie de le finir rapidement parce que voilà, je prends du plaisir et j'ai envie de savoir la fin. Et il y a ce côté aussi, j'ai envie de retarder un peu parce qu'une fois qu'il est fini, il faut attendre. Ouais. Alors, j'essaye. Dans Femmes en colère, j'ai mis une pause. Il y a un chapitre, enfin, il y a 3 pages où le jury s'interrompt, où le juge va se promener, etc. Et on fait pareil. C'était de donner une respiration. Et en fait, c'est rigolo, je n'y ai pensé qu'après, mais ça m'a fait penser à ceux qui ont regardé 24 heures à la grande époque et qui s'en sont enfilés des caisses et des caisses Bien et des caisses de Jack Bauer. Moi, j'avais fini par trouver le truc pour être capable d'arrêter. C'était de s'arrêter au milieu d'un épisode. Parce que comme à la fin de chaque épisode, il y a un cliffhanger impossible, faut se bouffer celui d'après. Alors qu'au milieu, il y a toujours un moment où il se passe vraiment rien. Et tu faisais ta pause pipi au milieu de l'épisode. Il suffit de s'arrêter là et on peut aller se coucher. C'est une espèce de discipline. Et donc, voilà, je pense que je vais faire ça dans tous mes romans maintenant. Vous proposer une pause et marquer entracte. Et je la ferai payer par Miko ou par des crèmes glacées. Voilà. La pause de Mathieu Ménégo, c'est maintenant. Voilà. Alors, du coup, on se doute que dans Disparaître, ces 2 personnages ont un lien. On va se poser plein de questions tout au long du livre. Moi, je propose de lire l'extrait sur Étienne, qu'on connaisse un petit peu mieux le personnage. On y est. Étienne s'en veut d'être odieux. Il n'avait qu'à boucler sa ceinture. Il n'a pas toujours été cet homme pressé, supérieur, obsédé par la performance. Doué pour les études, Étienne avait privilégié Hippocagne aux dépens d'une taupe. Admis à normal supérieur, rue d'Ulm, en lettres classiques, il avait adoré ses années à l'ENS,
payé pour apprendre, au contact des esprits les plus brillants de sa génération. Le goût de la dialectique, du débat d'opinion et une farouche volonté de changer le monde l'avaient incité à embrasser une carrière politique. Remarqué très tôt, il avait atterri dans des cabinets ministériels où tous louaient ses capacités de storytelling et son sens de la formule. Il avait été plume du Premier ministre, puis candidat Jospin, mais le tremblement de terre du 21 avril 2002 avait sonné le glas de ses ambitions. Après avoir accepté tant de compromis et renié ses convictions, le réveil avait été douloureux. La politique n'était qu'un vaste jeu de dupes, un territoire de désolation où seuls les enjeux du pouvoir et de sa préservation guidaient des acteurs obsédés par les ors de la République, incapables d'avoir un impact concret sur la vie quotidienne des citoyens. On pourra supprimer l'extrait du replay. Pourquoi? Je sais pas, je trouve qu'en ce moment, ça me fait rire, ça. J'allais dire, c'est très ancré dans les faits de société, tout ça. Ouais. En fait, tous tes livres sont complètement ancrés tout le temps dans notre société. Enfin, tous tes livres sont énervants. En fait, on les lit, on est en colère. C'est vrai qu'à chacun de tes livres que j'ai lus d'une traite, je les refermais en mode pile électrique. Je voulais refaire le monde, je voulais tout changer. Et puis parce que dans Femmes en colère... Et puis t'as rien fait. Voilà, maintenant, Bravo. Non, mais je me rends compte à quel point quand même on referme ton livre. Alors j'imagine que est-ce que tu as des réactions à chaud de tes lecteurs, tes lectrices qui finissent le livre et qui te sautent dessus, qui t'envoient des messages en te donnant leur... Sur Femmes en colère, ce qui m'a beaucoup surpris, ce qui me surprend là, j'ai des messages de femmes qui me disent qu'elles ont pleuré pendant le livre et que ça les a vraiment secouées. Et je m'attendais pas à ça. Voilà. Je m'attendais pas à cette réaction-là. Donc ça me touche beaucoup, bien sûr. Mais je m'attendais pas à ce que l'émotion soit si forte. Oh bah quand même, avec tes histoires, tu te doutes bien que ça chamboule nos organismes, non? Peut-être, je sais pas, les hommes autant que les femmes, mais en tout cas, c'est quand même... Non, mais tu regarderas, je ferai un copier-coller des commentaires, on parle du percute, de coups de poing, de trucs vraiment forts. Et puis maintenant, on apprend que tu fais pleurer tes lectrices, donc ça fait beaucoup quand même. C'est ça. C'est dur. Alors moi, je sens cette émotion en l'écrivant, en tout cas. Tu te sentais plus engagé que ému? Ouais, sur Femmes en colère, oui. Dont je me suis tue j'ai eu besoin d'aller me promener, de marcher. Enfin, il y avait quelques scènes où c'était. Il y a une scène notamment où moi-même j'ai été complètement submergé alors que j'étais prêt. Après, il y en a même quelques-unes où il y a une espèce de joyeux plaisir à rentrer dans des trucs. C'est pour ça que je disais, il y a aussi, dans Femmes en colère, il y a aussi de la distance, parce que ne serait-ce que la scène où Mathilde explique comment elle s'est vengée, moi je la trouve joyeusement grinçante et plutôt plus joyeuse qu'effrayante. Limite jouissive. Ouais, c'est ça. Fallait le dire. Regarde les deux là. Moi, je voudrais qu'on parle un tout petit peu aussi, du coup, parce qu'on a parlé de tous tes autres romans. Est-ce ainsi que les hommes jugent? Alors, j'ai la couve chez Grasset. Ça permet de rebondir sur une remarque de Sophia qui disait que la question de la justice est toujours très présente dans tes romans. Oui. Alors là, dans une autre vie, tu aurais aimé être femme, mais tu aurais peut-être aimé aussi travailler dans le domaine de la justice. Je suis une femme ratée et un avocat raté. Voilà, j'ai raté, j'ai tout foiré. En fait, la justice, c'est quand même ce qui nous permet de vivre ensemble. Sans la justice, c'est la loi du plus fort à tous les étages. Alors, c'est déjà pas mal la loi du plus fort à tous les étages, mais sans la justice, ce serait bien plus compliqué que ça. Et voilà, la littérature, ça traite de grands thèmes, l'amour, la mort, la tristesse, la famille, la joie. Et moi, j'ai choisi de la justice. Je trouve que c'est fascinant cet univers. Je traite de deux trucs. Je traite des vies qui basculent, donc d'à quel point on peut être
sur un rail, tranquille, installé dans une vie, et puis tout à coup, on se retrouve dans une situation cauchemardesque. Et donc, inciter à ne jamais juger ces situations-là, et à se dire, derrière quelqu'un qui commet un acte extrême, il y a probablement des choses qui viennent l'expliquer et qu'un tweet n'est pas capable d'expliquer. Et ensuite, cette notion de justice, parce que c'est passionnant de se poser ces questions-là et de voir à quel point, quand on regarde les textes, il y a des trucs qui sont révélateurs de notre société. Et se dire que il aura fallu attendre la Familia Grande pour qu'on se dise euh, en dessous de 15 ans, il ne peut pas y avoir de consentement, et on est passé tant d'années, mais tant d'années, où des gamines se sont retrouvées à devoir témoigner à 14 ans euh, pour expliquer que non, elles n'en avaient pas envie, et de devoir se justifier du fait qu'elles n'en avaient pas envie, c'est du délire. Du délire. Voilà, donc il y a des trucs très beaux dans la justice, des trucs où on a besoin de progresser et de compléter. Donc ouais, c'est une thématique que j'aime beaucoup. Ouais. Alors, est-ce ainsi que les hommes juges parlent d'une erreur judiciaire? Moi, j'ai pensé forcément à Patrick Gils, dont j'ai suivi Ouais. les différents procès. Je te disais tout à l'heure, mais c'est un livre qui rend un peu fou, parce que la vie de Gustavo, ton personnage bascule. Il arrive un matin, il se fait arrêter chez lui, il comprend rien, il se fait embarquer, et le cauchemar commence, en fait. Il se retrouve en J'adore garde à vue. Ouais. La justice se referme sur lui. On va découvrir ce qui se passe, de quoi il est accusé, mais c'est terrible parce qu'en fait, dès le démarrage du livre, il n'a aucune solution. Il se fait embarquer, et c'est sa parole contre Et on en contre sort une pas. autre. Et les taux se referment, et on se dit ça peut arriver à n'importe qui, en fait. C'est terrible. 15 jours après la sortie, il y avait un truc sur Europe 1. Enfin, il y a eu deux phénomènes. Il y a eu un type sur Europe 1 qui racontait qu'il il s'est retrouvé. Les mecs ont débarqué chez lui à 6 heures, tout foutu par terre, etc. Ils l'ont embarqué. Il a passé 36 heures en garde à vue pour deux ados qui s'étaient dit tiens, c'est rigolo, on va dire que ça. Et, et donc, son téléphone avait borné chez lui. Enfin, il n'y avait aucune chance qu'il soit en dehors de chez lui à ce moment-là. Tous les témoignages concordaient. Hein. Et la fin de sa garde à vue, c'est l'ouverture de la cellule en disant vous pouvez rentrer chez vous. C'est pas excusez-nous, pardon, on s'agourait. C'était vous pouvez rentrer. Je trouvais ce truc-là fascinant. Et puis, l'autre versant de la sortie des hommes juges, c'était de dire une fois que la justice s'est prononcée, ça n'est que le début, puisque maintenant on a les réseaux sociaux qui jugent. Et donc, comment est-ce qu'une vie peut être foutue en l'air par les réseaux sociaux Et là, c'était le moment des filles du SAMU, là, où il y avait cette affaire où une femme est décédée parce que l'opératrice du SAMU n'avait pas pris en compte. N'avait pas traité en priorité, ouais. Voilà, n'avait pas traité de manière suffisamment prioritaire. Il y a un mec sur Twitter qui avait balancé les noms de deux. Et je me demande si c'était pas à Mulhouse d'ailleurs. Comme par hasard. C'est possible. Mais ça m'étonnerait pas. Hein. C'est bien et il y a un type sur Twitter qui avait balancé les noms. Sophia nous dit Strasbourg. Francine aussi. Parce que Francine, elle habite Mulhouse, alors du coup, elle se défonce. Avait balancé les noms de deux opératrices qui n'y étaient pour rien. Et les deux filles ont reçu plus de 1000 menaces de mort avec autant de modes opératoires créatifs qu'on trouve sur les réseaux sociaux, ont eu leur maison taguée. Les enfants déscolarisés parce que les écoles disaient non, on ne peut plus accueillir vos enfants, c'est pas possible, etc. Ont dû déménager. Et il a fallu 36 heures pour supprimer les tweets. Mais en 36 heures, votre vie le mal est fait. La vie bascule. Ouais, c'est un truc de fou. Ouais. Elles ont rien demandé à personne. Et Mathieu, je me demandais, pour rester ainsi que les hommes jugent, si tu avais poussé le vice jusqu'à aller en garde à vue toi-même. Parce que quand même, tu racontes des choses, ça sent le vécu, tu vois. Non, mais ça, pour le coup, j'ai discuté avec un garde à vue, ouais. Et on a beaucoup progressé dans la garde à vue. Ok. Il y a
parce qu'il y a quelques années, enfin maintenant tout est filmé, t'as un avocat tout le long, Il n'y a etc. plus de dérapage comme il y a pu y avoir il y a quelques années. Il y a plus les coups d'annuaire sur la tête ou machin, mais bon, et puis écrire ce roman, ça m'avait donné l'occasion de revoir Garde à vue après l'avoir écrit, mais ce film de Claude Miller avec Ventura, Serrault et Romy Schneider, c'est 1h20 il dure le film, hein. C'est une merveille. Je crois que tu vas donner envie à certains de le revoir. Ah bah ça, faut vraiment revoir Garde à vue. Que voulez-vous? Les Français aiment bien écrire à leur police. Que des trucs géniaux ensuite. Alors, on a réussi à parler de tes 5 romans. Je suis très heureuse. Bah ouais. C'est la première fois, Caro. Ouais, parce qu'on les a lus toutes les deux avec Caro. On les a aimés tous les 5. Donc, vous êtes hyper forte. En 1 heure. C'est surtout rare qu'à nous deux, on ait lu tous les romans d'un même auteur. Ouais. Donc, ça valait le coup d'en parler. Et si. C'est-à-dire que j'en ai pas fait assez. Bah non, on attend les avec impatience. Mathieu, là, tu es de nouveau en confinement. Alors, du coup, tu écris à nouveau? Non, j'ai pas de projet là. J'ai pas de projet. J'ai pas écrit une ligne depuis juin. Ok. Voilà. Mais donc là, tu es en période où tu es ouvert à tous les signes qui peuvent. Je suis hyper open. Pour une nouvelle idée? Je suis hyper open. Donc, et c'est souvent des gens qui me racontent des histoires à la con, ouais, dont je fais un roman après. Mais t'aurais dû nous dire, on aurait fait une petite séance de brainstorming. Donc, non, en fait, c'est souvent des histoires, des faits que je transforme en fiction derrière. Mais j'ai eu sur les réseaux sociaux 2-3 dames qui voulaient que je raconte leur histoire. Il y a eu des trucs marrants. Je m'en suis pas servi et je n'ai pas donné suite. Je réponds toujours. Hein. Ah oui. Mais alors n'hésitez pas à écrire à Mathieu et à lui proposer vos histoires. Si jamais il y a des trucs. Ouais. T'es preneur. Oui, non, moi, je suis curieux toujours. Donc, voilà. Bon, en tout cas, cette heure est passée très vite. Merci d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle Femme en colère, qui est actuellement dans les librairies qui sont ouvertes. Contrairement à une dont on ne parlera pas. Voilà, contrairement à plein de librairies qui sont fermées, dont la mienne. On a eu plein de messages dans le chat, plein de gens qui ont rebondi, donc on va t'envoyer tout ça, comme ça tu pourras répondre. Et on n'a pas fait la photo smile. On va faire la photo smile. Alors, on prend notre plus beau sourire. Si vous avez les livres de Mathieu, vous pouvez les mettre devant l'écran. Et on peut se faire la photo smile. Là, voilà. Allez. Excellent. Moi, je voulais juste vous dire que dans 15 jours, on aura Cédric Lalaurie comme invité pour son nouveau livre « Écoutez le bruit de ce crime ». Voilà, on fait toujours un petit teasing sur l'auteur d'après. Donc voilà, c'est fait. Merci Mathieu d'avoir été avec nous, c'était un bonheur. Merci à vous, c'était superbe. On ne s'est pas vu depuis longtemps en vrai, mais ça fait du bien c'est sûr. D'être chez toi. Voilà, on est un petit peu chez toi ce soir. Et puis on espère te retrouver très vite. Ben, je sais pas, tout le monde part de Saint-Maur-en-Poche au mois de juin, fin juin, donc on espère que ça sera maintenu et qu'on pourra se voir là-bas. On n'a pas beaucoup picolé, mais on va se rattraper. Si, moi j'ai mon verre, hein. Généralement j'accompagne Claude. C'est Aude et Caro qui picolent. Ouais, c'est bien. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce soir. Merci à tous et à toutes. On espère du coup que tous ceux qui n'avaient encore jamais lu Mathieu vont avoir envie de le découvrir à travers l'un de ses 5 romans. Voilà, comme ça vous avez le choix. Ou les 5, hein. Faut pas hésiter. Il y a des packages avant que ça sorte en Pléiade. On espère que tu vas refaire des dédicaces en librairie, en salon, partout, parce que moi j'invite les gens à venir te rencontrer, parce que voilà, on aime tes livres et on aime bien. Voilà, tu es très accessible et on peut parler de tout. Au programme, il y a Vannes début juin pour le moment, qui n'est pas encore annulé. Il y a Quai du Polar. C'est la première fois que je suis invité, Caro. Ah, génial. Nous, on y sera, hein. Je me doute bien. Et là, il y a du rattrapage lourd. Alors, Mathieu fait pleurer ses lectrices, il nous a dit tout à l'heure, mais vous allez voir, il nous fait aussi beaucoup rire en dédicace. Donc, tes dédicaces sont souvent... il y a Saint-Maur. beaucoup de tes dédicaces.
et il y a quoi d'autre? Il y en a un ou deux autres. Donc, ouais, T'as un petit programme pour le je ferai les annonces. Ce serait bien que ça soit maintenu. Enfin, j'en rêve. Hein, parce que... on le souhaite, je crois. Écoute, lecteur-auteur, je crois qu'on a tous envie de se revoir. Donc, on espère te voir très bientôt. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Merci. Bonne soirée à vous. Ciao, ciao. Ciao, bonne soirée. Et je ne sais pas si Emma était connectée, mais si tu es connectée, Emma, bon anniversaire. Je t'avais dit que je te le souhaitais. Bah non, mais je crois qu'elle ne s'est pas connectée, Emma, donc je n'allais pas lui souhaiter si elle n'est pas là. J'ai pas vu de Emma dans le chat, en revanche. Voilà. Salut, ma Véro. Alia. Salut, les filles, ça va? Coucou Audrey, bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ouais, dans 2 semaines. Bisous, maman. Dans 2 semaines. Bisous, Caro. Bisous, Caro. Ciao, ciao.